Aujourd'hui, on va parler de Gulp et de Webpack, ce qui veut dire qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez ce que sont ces outils, pourquoi les utiliser et surtout, quelle est la différence entre Gulp et Webpack. Vous êtes rassurés? Envoyez le bousin! Quand on est développeur front-end, on est chargé de développer toute la partie publique d'un projet web. Et on est confronté à deux problèmes qui font perdre beaucoup de temps. Premier problème, l'optimisation. Avant d'envoyer notre travail sur un hébergement public, on a besoin de l'optimiser, pour ne pas transformer notre serveur en grille-pain. Et du coup, on a plusieurs choses à faire. Par exemple, dans le cas d'une interface front-end, je vais concaténer tous les fichiers JavaScript en un seul, pour diminuer le nombre de requêtes serveurs. Chante mon frère, chante! Minifier mon JavaScript et mon CSS pour gagner de la bande passante. Oh yeah. Et je vais aussi compresser chacune de mes images en évitant de les dégrader. Ça suffit maintenant! Et ça fait du travail. Bon, certains me diront que c'est pas un problème, il y a plein d'outils disponibles pour ce genre de choses, et en 15 minutes c'est plié. Quand j'ai commencé à faire mes premiers sites, j'utilisais Photoshop pour compresser mes images, et j'utilisais des services en ligne pour minifier mes fichiers JavaScript et CSS. C'est vrai, c'était simple aussi. Mais à chaque fois que je modifiais mon travail, il fallait que je refasse les opérations encore et encore. Imaginez, dans une fourchette de 5 modifications par semaine, sur un site en production, ça nous fait quand même 5 fois 15 minutes de perdu, égale 1h15 minutes perdues à la semaine. Donc imaginez un travail d'équipe, vous multipliez par le nombre de collègues, vous multipliez ça tous les mois et ça donne... Problème numéro 2, l'accumulation d'outils. Toujours sur mes premiers projets, j'ai découvert Sass. Sass, c'est un moteur CSS qui me permettait d'ajouter des variables, des conditions et de séparer ma feuille de style en plusieurs fichiers. En contrepartie, je devais utiliser un compilateur pour compiler mes fichiers Sass en un seul fichier CSS. Donc il fallait utiliser un outil intermédiaire. Mais d'un autre côté, ça en valait la peine. Mais si. Mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Ouais. Et puis c'est pas fini, parce que à l'époque, j'avais aussi découvert le HTML pour le HTML, et puis le CoffeeScript pour le JavaScript. Je voulais toucher à tout. À chaque fois que je découvrais une nouvelle technologie, il me fallait utiliser un outil supplémentaire. Et en plus, chaque outil utilisait une fenêtre de terminal, à lui tout seul. Et puis un jour, j'ai trouvé Gulp. Gulp, la lumière dans les ténèbres. Gulp, c'est un task runner. En fait, c'est un lanceur de tâches qui permet d'automatiser les tâches ingrates dans le développement front-end. Par exemple, avec Gulp, configuré selon mon désir, je lance une commande et en à peine une gorgée de café, d'ailleurs on va le mimer, voilà. J'appuie sur la commande, entrée. Alors là je peux pas, sinon je vais effacer mon texte. En à peine une commande, Gulp, il m'a concaténer mes fichiers JavaScript éparpillés en un seul fichier, il m'a compilé le langage intermédiaire tel que Sass en CSS ou HTML en HTML, il m'a compressé mes images sans les dégrader, et il m'a même minifié les fichiers JavaScript et CSS. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire beaucoup plus que ça avec Gulp. Preuve en est le nombre de plus de 4000 plugins dédiés à l'outil Gulp. On dirait une pub pour téléachat, non? Oh, mais tu travailles trop! Comment ça marche? Vulgairement. Vous avez un fichier de configuration gulpfile.js qui va vous permettre d'établir ce que vous voulez faire. On a notre dossier source où j'ai des images à traiter, j'ai aussi des fichiers JavaScript et puis des fichiers Sass, ou plutôt un fichier Sass. Et pour traiter tous ces dossiers, dans notre configuration Gulp, on va avoir un contenu qui ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'on a des fonctions pour établir des tâches, qu'on aura une tâche pour le JavaScript, une tâche pour le dossier Sass et une tâche pour le dossier image. Et dans ces tâches, c'est toujours le même principe. On va utiliser une fonction source pour scanner un dossier et une fonction dest pour destination. Entre les deux, c'est ici qu'on mettra les processus qu'on voudra établir. Et voilà, c'est tout simple. Ici, comme je n'ai mis aucun processus et que je n'ai fait que scanner et envoyer à une destination, il va me copier mes éléments dans un dossier final, sans agir sur ces éléments. Bon, ça sert à rien, mais on peut tester ça quand même pour voir ce qui va se passer. Si je lance mes tâches Gulp, donc je vais faire npm run build, alors rassurez-vous, c'est pas la commande officielle, c'est parce que j'ai fait un alias. On voit ici que la moulinette est partie et qu'il m'a lancé toutes mes tâches. Mais comme il n'y a aucun processus, eh bien, tout simplement, il a créé un dossier dist, comme je l'avais demandé pour tous mes fichiers. Et dans ce dossier dist, on aura tous nos éléments copiés, mais qui n'auront pas été touchés, parce qu'il n'y a aucun processus qui a été lancé. C'est à partir de ce moment-là qu'il deviendra intéressant de rajouter nos processus entre la source et la destination. Avec ça, il est capable de faire toutes les opérations du monde. C'est tout le principe du task runner. On lance des processus de traitement indépendants qui vont chacun faire leur boulot sans se soucier du reste.
Gulp, c'est un super outil pour gagner du temps, mais il a un gros défaut, il est vieux. Ah! Eh oui mon pépère, Gulp a été conçu pour un problème, celui des intégrateurs web. Aujourd'hui, on sait que le métier d'intégrateur s'est transformé en développeur front-end. On a vu naître de nouvelles technologies comme Vue.js, Angular, React et j'en passe. Ces nouveaux frameworks sont excellents pour faire des applications en JavaScript, mais elles ont créé un nouveau problème et pour le coup, Gulp ne pouvait plus y répondre. Webpack a la tendance. La ferme. Oh ouais, j'ai le droit de m'exprimer. C'est ici que Webpack a ramené sa pomme. Coucou. Webpack, contrairement à Gulp, il ne va pas aller scanner des dossiers pour trouver bêtement des fichiers et lancer des processus dessus. Non, Webpack est beaucoup plus intelligent que ça et il va pouvoir interpréter les fichiers. La philosophie ici, elle est complètement différente, parce que dans notre configuration, on va lui indiquer un seul fichier d'entrée. Et à partir de là, Webpack va détecter les dépendances. C'est-à-dire qu'il va aller analyser le contenu de notre premier fichier d'entrée, ici index.js, il va aller analyser les imports. Ici, on va importer la fonction spam se trouvant dans le dossier module, se trouvant dans le fichier demande de pognon.js. Et donc, Webpack va se diriger dans le fichier JS et récupérer cette fonction, uniquement ce code de fonction, dans tout le fichier. Idem pour la fonction import custom player se trouvant dans le dossier module, se trouvant dans le fichier youtube-tools.js. Dans ce fichier youtube-tools.js, il va aller uniquement récupérer le code de la fonction custom player et ignorer complètement le reste du code. Encore une fois, ici, on va charger le CSS beautiful-spammer.css. Et donc là, il va aller charger tout le fichier CSS dans sa mémoire. Et ce fichier CSS, il s'avère qu'il contient aussi une dépendance qui va aller chercher un fond d'écran qui se trouve dans le dossier background fondciel.jpg. Donc il va aller aussi mettre en mémoire ce fichier JPEG avec notre basket qui n'a rien à voir avec un fondciel.jpg. Maintenant, si on prend du recul sur tout ça, Webpack il a créé un arbre avec uniquement le contenu des fichiers qu'il a besoin et avec cet arbre il pourra lancer les processus qui convient à chaque élément qu'il aura trouvé. C'est-à-dire que le JavaScript va être concaténé en un seul fichier JavaScript mais uniquement le contenu qu'il aura repéré. Il va aussi concaténer les fichiers CSS qui auront été chargés dans les fichiers JavaScript en un seul fichier CSS. Et il va récupérer les images qui auront été trouvées dans les URL des fichiers CSS. Il va lancer les processus et les copier et les déplacer dans un dossier consacré aux images. Je me répète, mais cette manière de faire permet de récupérer uniquement le code utilisé dans les fichiers. Webpack, il fait mieux que Gulp pour le coup, puisqu'il ne fait pas que lancer des processus sur les fichiers, il interprète le code, il détecte les imports, les URL, il récupère les éléments qui s'y trouvent au bout, et il lance différents types de traitements en fonction de ce qui s'y trouve. Et cette analyse plus poussée de Webpack, elle permet des choses plus puissantes. Bon, en contrepartie, Webpack c'est un outil à double tranchant. Il demande un certain temps d'apprentissage et il peut vite vous tourmenter. Le moindre bug ou la moindre configuration mal pensée, là c'est plus la même histoire. Ah, ça peut devenir dramatique, hein. Tenez, j'en connais un qui s'est arrivé, à l'heure qu'il est, il doit être encore en train de bouffer son clavier dans un coin sombre. Webpack ou Gulp, lequel choisir ? Si vous développez une application JavaScript en React, etc., choisissez Webpack sans hésitation. Si en revanche vous ne connaissez ni Webpack ni Gulp et que vous cherchez à améliorer votre processus de travail rapidement, vous serez plus vite opérationnel avec Gulp. Vous pourrez toujours vous tourner vers Webpack quand le besoin se fera sentir. Fin de l'histoire. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et sur ce, je retourne coder.